Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie de vous accueillir, pour ce, nouveau live, sur les semaines de l'évolution professionnelle. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, ah oui, juste quand même quelques règles et consignes, pendant ce webinaire. On va passer 60 minutes ensemble, pour échanger, et évoquer tout ce qui va, tout ce qui touche la valorisation des compétences et je suis ravie de pouvoir vous en parler. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat et on va essayer d'y répondre au cours de ce live. Alors, j'essaierai de garder un petit œil sur les questions qui peuvent être posées dans le chat. Et puis, j'ai la chance d'avoir en back-office Antoine qui pourra aussi être un peu mon regard sur les questions que vous allez pouvoir poser au sein du chat. Les semaines de l'évolution professionnelle, donc ça a commencé le lundi 7 octobre. En fait, l'objectif pour l'APEC et le réseau Avenir Actif, c'est vraiment de proposer tout un événement complètement digital, gratuit et accessible, avec plus de 70 webinaires sur des thématiques qui vont toucher cette idée de l'évolution professionnelle. Donc on propose depuis le 7 octobre jusqu'à demain différentes thématiques autour de l'évolution professionnelle. Et donc aujourd'hui, on va parler, quel est le nom de mon entreprise? Je suppose que c'est ça la question. Donc moi, je vais me présenter. Je suis Vanessa Marie et je suis coordinatrice pédagogique pour mon CEP en Nouvelle-Aquitaine au niveau du réseau Avenir Actif. On va parler de la valorisation des compétences. C'est une thématique qui est importante. On a des compétences et en fait, ces compétences-là, le fait de travailler autour de la valorisation de mes compétences, en fait, on va avoir plusieurs éléments intéressants. D'abord parce qu'on va zoomer aujourd'hui sur les 60 minutes, on va zoomer forcément sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui va permettre de valoriser mon expérience et mes compétences pour accéder à ce qu'on appelle une certification et dans un langage beaucoup plus courant, un diplôme. Mais travailler la compétence et prendre conscience de ces compétences et de la valeur qu'on a en termes de compétences, c'est aussi travailler sur de la confiance en soi, c'est savoir mieux parler de soi quand on fait des démarches pour un nouvel emploi, pour une promotion professionnelle, pour un projet professionnel, enfin voilà. Et donc, c'est un peu tout ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et puis, on va voir aussi comment le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, va pouvoir vous conseiller et vous accompagner dans ces différentes démarches. Quand on parle de compétences, de quoi parle-t-on? C'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui, mais finalement qui pour beaucoup peut facilement être très abstrait. Finalement, on met de la compétence un peu à tout va. On parle aussi beaucoup de soft skills, donc c'est les compétences comportementales, compétences relationnelles. La compétence, ce qu'il faut comprendre, c'est finalement tout ce que je vais mettre en œuvre quand je réalise mon activité professionnelle. Quand je fais ce que je fais, quand j'anime un webinaire autour de la valorisation des compétences, en fait, je vais aller solliciter des connaissances sur cette notion de compétence, des connaissances sur les dispositifs et ainsi de suite. Mais je vais mobiliser aussi de la pratique. Et de la pratique, c'est du savoir-faire. Donc, je vais savoir organiser ma visio, je vais savoir maîtriser des éléments numériques sur la visio et puis je vais mobiliser aussi des attitudes, des savoir-être comportementaux, des savoir-être relationnels. Sur les questions, je vois qu'il y a une question qui circule sur la mobilisation du CEP. On verra ça à l'issue, après vous avoir parlé de cette valorisation des compétences. Je zoomerai aussi sur la mobilisation du CEP, à qui s'adresse Avenir Actif et quels sont les différents opérateurs du CEP. J'y répondrai à la fin de ce webinaire.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette notion de compétence, elle s'exprime dans un cadre. Donc, c'est ce que je mobilise pour réaliser mon activité professionnelle au regard d'un contexte professionnel précis et dans un objectif de mise en œuvre. Donc en fait, je vais aller, piocher, des connaissances, des savoir-faire précis au regard de la situation précise pour atteindre mon objectif. Voilà à peu près, ce qu'on entend quand on parle de compétences. Pourquoi c'est important, de travailler sur la valorisation des compétences? En fait, aujourd'hui, se présenter par son métier, c'est plus suffisant. Et finalement, l'employeur, lui, quand il va, recruter quelqu'un, il a besoin de quelqu'un qui est en capacité, de faire, qui va être, en capacité de répondre à, des objectifs de sa fiche de poste. Et donc du coup, on va être sur une entrée effectivement beaucoup plus, en termes de compétences. Donc du coup, le fait de travailler sur la valorisation de ces compétences, eh ben, ça va nous aider quand on va être dans cette démarche active de recherche d'emploi, de mobilité externe, mais aussi de mobilité interne. Quand je suis dans mon entreprise et que je veux négocier de l'évolution professionnelle, eh ben, le fait de savoir parler de ses compétences, savoir parler de ses compétences, c'est pas juste savoir dire, ben moi je sais gérer une réunion. Ça va être de dire, ben moi en fait, je vais savoir vous gérer une réunion parce que, je sais le faire, je l'ai fait dans différents contextes professionnels. Dans ces contextes professionnels, ben j'ai dû, gérer des réunions avec 10 personnes, avec 200 personnes pour atteindre tel et tel objectif. J'ai su, gérer les prises de parole, j'ai su amener de la négociation. Antoine, il y a des gens qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Je suppose que c'est, j'espère que c'est pas moi, en tout cas qu'il y ait pas de son. OK, super. Donc je continue si c'est bon pour les gens et qu'on m'entend. Travailler la notion de compétence, c'est savoir se vendre, savoir parler de soi, mais c'est aussi pour soi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'effets qui se coulent dans ce phénomène-là. C'est-à-dire que, on va aussi, plus je comprends les compétences que j'ai, que je les maîtrise, que je les vois, que je sais en parler, plus finalement je vais aussi, prendre confiance en moi en fait, et travailler aussi sur, toute cette notion un peu, d'assurance, de réassurance. Et puis, travailler la compétence, ça va être aussi dans le cadre d'un projet professionnel. Même dans de la reconversion. Alors souvent, on a l'impression que comme je fais de la reconversion, je vais repartir à zéro. Mais en fait, on ne repart pas à zéro. Ce que vous allez avoir acquis pendant votre parcours professionnel de 10, 15, 20, 30 ans, en fait, vous êtes constitué une espèce de boîte à outils et vous avez mis plein d'outils à l'intérieur que vous allez être en capacité de réexploiter. Alors peut-être pas tous, certains, puis peut-être que vous n'avez pas envie de tout réexploiter demain dans un autre projet professionnel. Et le fait de comprendre ce que j'ai acquis, de mieux le visualiser, vous allez être aussi plus en capacité de l'utiliser et de le projeter ailleurs. Et du coup, c'est beaucoup plus rassurant de se dire, bah ouais, je veux pouvoir travailler mon projet, envisager une reconversion, un pas de travers. En fait, je ne pars pas vraiment de zéro, quoi. Je n'ai pas rien dans ma besace. J'ai des choses qui vont me permettre de travailler sur ce projet ou sur cette reconversion. Pour candidater à une formation, voilà, d'abord ça permet d'argumenter sa candidature et soi-même de se sentir plus serein à envisager ce parcours formatif. Donc faire l'inventaire de ses compétences, c'est ensuite être en capacité de se mettre davantage en valeur lors d'une candidature, c'est ce que je vous disais, mais c'est également faire le point sur ce que vous souhaitez continuer à faire ou non. Et donc ça fait partie aussi du chemin qu'on met en place quand on chemine sur le projet professionnel.
On va avoir plusieurs outils, dispositifs, services pour travailler autour de cette notion de compétence. On a la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui existe depuis 2002, qui est un dispositif qui permet aujourd'hui en France de faire reconnaître son parcours professionnel, son expérience et donc les compétences que j'ai acquises pour les transformer en une certification. Donc, certification, dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle un diplôme, d'accord? Un diplôme étant une certification. Donc, la VAE va vraiment vous permettre de transformer tout ce parcours, toute cette expérience et toutes ces compétences acquises pour obtenir un diplôme. Mais du coup, on va avoir aussi d'autres outils qui travaillent autour de la valorisation des compétences. Le bilan de compétences peut être un dispositif dans lequel on va avoir une partie du travail qui va être menée dans le bilan, où on est amené à travailler autour de cette notion de compétences. L'objectif du bilan, c'est de vous accompagner dans une démarche de réflexion, de construction de projets professionnels. Mais dans cette démarche de réflexion, on va être amené à travailler cette notion de compétence parce que moi, je compare toujours ça un peu à votre porte-monnaie. C'est-à-dire que quand je travaille un projet professionnel, finalement, le fait de travailler mes compétences, c'est mon porte-monnaie, c'est l'argent que j'ai, les ressources que j'ai et que je vais pouvoir mettre à disposition pour mener à bien mon projet professionnel. Et puis, ça amène aussi toute cette action de réflexion dans ce que je sais faire, dans ce que j'ai envie de continuer à faire, peut-être là où j'aimerais aller plus loin dans ce que je sais faire. Voilà, tout ça amène le cheminement sur le projet professionnel. Et puis, on va avoir le conseil en évolution professionnelle en termes de service, pour le coup, où on va pouvoir vous accompagner, nous, dans le cadre du CEP, pour vous aider à travailler sur cette notion de valorisation des compétences. Alors, soit parce que, effectivement, on peut travailler avec vous à cette réflexion autour de la VAE, quel intérêt, comment ça prend sens dans votre projet d'évolution professionnelle, mais on peut aussi vous aider à mettre en mots, à travailler sur la formalisation de vos compétences, sur la formalisation d'un portefeuille de compétences, vous aider à travailler, à préparer un entretien d'embauche, une mobilité professionnelle, un entretien avec votre employeur. Comment j'ai envie de parler de moi, j'ai envie de parler de ce que je sais faire, de mes compétences. Voilà, on peut vous accompagner aussi à ce niveau-là. Zoom sur la validation des acquis de l'expérience. Donc, les compétences sont importantes et parfois le diplôme aussi. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a quand même toujours ce regard sur le diplôme quand on postule à un emploi, pour intégrer une formation. Même si sur les formations, on va pouvoir, en tout cas sur les formations de l'université, on va pouvoir aussi mettre en place un autre dispositif qu'on appelle la VAP, validation des acquis personnels et professionnels, pour accéder à de la formation. En tout cas, ce niveau de diplôme, effectivement, est souvent regardé pour les accès en formation, pour passer un concours. Souvent, il va y avoir, de manière assez systématique, on va vous demander effectivement un certain niveau de diplôme pour pouvoir vous présenter à des concours. Et puis, aussi tout simplement pour faire reconnaître mon parcours. Je me souviens d'un monsieur que j'ai accompagné en VAE, qui avait 55 ans et qui avait à l'origine un CAP à être comptable et qui a évolué, qui était sur des postes d'accompagnement dans des grosses boîtes de consultants et tout ça, et qui a validé un bac+5 à 55 ans, parce que ses enfants faisaient du bac+5 et voilà, et que lui aussi avait envie d'avoir le même niveau qu'eux et de faire reconnaître un peu tout ce parcours-là qu'il avait acquis pendant toutes ces années. Vous pouvez donc obtenir une certification sans passer par la formation grâce à la validation des acquis de l'expérience. Quand on parle de certification, c'est le grand nom, l'espèce de gros fichier dans lequel on va retrouver les diplômes qui vont être plutôt délivrés par les ministères. Donc, on va retrouver le ministère de l'Éducation nationale pour le ministère le plus connu, mais on a aussi des diplômes du ministère de la Santé,
On va avoir des diplômes du ministère de l'enseignement supérieur, les masters, les licences sont sur l'enseignement supérieur, les DUT. Je finis la présentation et je vais effectivement vous parler vite fait de la différence entre la VAE et la VAP. On va avoir aussi dans ces certifications ce qu'on appelle les titres à finalité professionnelle qui vont être délivrés par le ministère du Travail, les chambres consulaires, mais aussi des organismes de formation privés. On a par exemple un organisme souvent qui est assez connu qui est l'AFPA. En fait, l'AFPA, les formations qu'ils vont proposer, sont des formations, des titres à finalité professionnelle. Et puis, on va avoir les CQP, les certificats de qualification professionnelle, qui, eux, vont être délivrés par les branches professionnelles. Donc, il y a une question dans le chat où on me demande quelle est la différence entre la VAE et la VAP. Je vais essayer de présenter les choses de manière assez simple, parce que l'idée, c'est quand même que ça vous soit compréhensible. La VAE, on va vraiment être sur un objectif d'obtention de diplôme. Donc, on va voir, je vais dérouler un tout petit peu, mais je vais vous expliquer, il y a quelques petites étapes à mettre en place, mais je vais démontrer mon expérience, démontrer l'acquisition de mes compétences et obtenir à l'issue de mon parcours le diplôme au regard de cette expérience professionnelle que je vais mettre en avant. Donc, je vais obtenir un bac commerce ou un DUT technique de commercialisation. D'accord ? La VAP, la validation des acquis personnels et professionnels, va se mettre en place quand mon objectif est un objectif d'entrée en formation. C'est-à-dire que moi, j'envisage de reprendre un cursus formatif en master. Pour pouvoir intégrer le master, on va me demander d'avoir un prérequis d'entrée en formation sur un niveau licence. Chose que je n'ai pas, d'accord ? Mais j'ai une expérience professionnelle qui est en lien avec le master que j'envisage, qui moi me permet, qui permet d'avoir acquis certaines connaissances et compétences d'un niveau licence. Et donc en fait, c'est ça que je vais faire valoir. Et on va étudier ces éléments-là et vérifier qu'en fait, mon parcours professionnel et personnel, ce que j'ai acquis, est suffisant pour que je puisse suivre directement le master en première année, même si je n'ai pas la licence. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va m'accorder l'entrée en formation en master comme un système de dérogation. Pour autant, je n'obtiendrai pas la licence. Donc, en fait, si je suis mon master, que je valide les partiels et que j'obtiens le master, et bien, j'obtiendrai un master sans jamais avoir obtenu de licence. Si malheureusement, je n'obtiens pas le master, pour autant, je n'obtiendrai pas la licence. C'est vraiment une dérogation pour rentrer en formation. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Je ne sais pas si je vais réussir à tout suivre. Certains organismes de validation sont plus sensibles des fois d'avoir des diplômes intermédiaires, par exemple niveau bac déjà acquis, bac plus 2, puis bac plus 3. Alors, quel est votre avis ? Alors, mon avis, c'est que si je me réfère à la VAE, à la loi, parce qu'en fait, quand on parle de VAE, validation des acquis de l'expérience, on parle d'une loi derrière. Et dans la loi, il n'y a pas de prérequis d'indiquer. C'est-à-dire que aujourd'hui, un organisme ne peut pas vous dire « Ah ben oui, mais si vous voulez valider une licence, il faut que vous ayez déjà un bac plus 2 ». Non. Il n'y a pas, le regard ne doit pas être celui-ci. Le regard qui doit être porté, c'est est-ce que mon parcours, mes expériences, mes compétences correspondent au niveau licence. Et cette notion de prérequis de diplôme en amont ne doit pas être pris en compte. Voilà. Ce qui est de mon avis, moi je me réfère à la loi. Bonjour, un titre de manager RH relève donc du ministère du Travail, mais s'il est enregistré au RNCP, il délivre bien un diplôme. Alors, en fait, du coup, je vais juste repartir sur cette notion de RNCP, diplôme, titre et ainsi de suite. En fait, le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. La certification, c'est ce qui est reconnu par l'État. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'État, il a mis un coup de tampon, il a dit, nous, on reconnaît
que c'est une certification. Ça veut dire quoi une certification? Ça veut dire que ça donne bien accès enfin ça vise bien un métier ou en tout cas plusieurs idées de métier pour les diplômes qui sont un peu plus généralistes. Ça donne bien accès à un niveau de qualification et pour être très pratico-pratique, à partir du moment où j'ai une certification, qu'on parle de diplôme ou de titre à finalité professionnelle, j'accède au concours, j'accède aux entrées en formation et ainsi de suite. D'accord? C'est ça une certification. C'est reconnu par l'État. Les diplômes sont des certifications, sont reconnus par l'État. Les titres à finalité professionnelle sont des certifications, sont reconnus par l'État. Un titre pro n'est pas un diplôme n'est pas un titre pro, mais ils sont tous les deux reconnus par l'État. Donc RNCP égale titre pro, non, RNCP égale titre pro, diplôme ou CQP. D'accord ? Il y a énormément de questions. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu et puis j'essaierai de faire un petit zoom sur les questions. Je veux bien qu'Antoine, si tu vois qu'il y a des choses un peu récurrentes ou sur lesquelles il faut que je m'arrête en termes de questions, de pouvoir me l'indiquer. La VAE, c'est quoi c'est faire reconnaître ses compétences grâce à son expérience et donc du coup on va avoir un petit chemin qui va nous amener à la certification. Je vais passer un peu pour que ça soit plus simple, mais en gros, la première idée quand je m'engage dans une démarche de VAE, c'est, alors on parle de je m'informe sur mon projet de VAE, ou en tout cas, l'idée c'est qu'il faut qu'elle ait du sens. Tout l'intérêt d'engager une démarche VAE, c'est qu'elle prenne sens au regard de votre situation, de votre projet et de l'objectif que vous allez y mettre à l'intérieur. Donc, quand vous allez être reçu par un conseiller pour envisager cette notion, enfin cette démarche de VAE, une des premières questions qu'on va chercher à voir avec vous, c'est mais finalement, c'est quoi l'objectif un peu de votre démarche de VAE? Pourquoi? Parce que il y a énormément de diplômes de certifications qui sont possibles en VAE. On a plus de 7500 certifications possibles. Et quand je suis sur des orientations de poste dans le commerce, je peux avoir plein de choix en fait de validation et de certification. Et donc en fait, ce qui va aussi nuancer le choix de ma VAE, c'est aussi quel est l'objectif que moi j'y mets derrière et comment me rapprocher au mieux de cet objectif par cette validation. Et puis, on va regarder aussi l'expérience qui va coller au mieux à votre projet de certification. Vous allez ensuite mettre en place ce qu'on appelle un dossier de recevabilité. Ce dossier de recevabilité, c'est ce qui va permettre de vérifier que vous correspondez bien aux prérequis pour mettre en place votre démarche de VAE. Les prérequis sont très simples. C'est qu'il faut que vous ayez un minimum de temps d'expérience professionnelle pour engager la démarche, et on parle d'1 an minimum, sur les compétences que vous souhaitez valoriser et valider via la VAE. Et puis, on va vérifier dans cette démarche de recevabilité que votre parcours, les expériences, les compétences que vous avez acquises sont bien en accord avec la certification que vous avez visée. Et si ce n'est pas le cas, pouvoir vous réorienter et réajuster vers la bonne certification. Et puis après, vous allez avoir tout un process finalement pour travailler sur cette validation. Et donc là, on est plutôt sur la constitution d'un dossier de validation. Il faut avoir en tête qu'une grosse partie de la démarche de VAE est une démarche rédactionnelle. Donc on parle, il y a pas mal d'intitulés, il y en a qui vont parler de dossier d'expérience, de livret 2, enfin voilà. Effectivement, sur le site de France VAE, on le cite d'ailleurs un peu plus tard et vous verrez qu'il y a aussi beaucoup d'informations là-dessus. Sur ce dossier que vous allez être amené à écrire, à rédiger sur la VAE, l'idée c'est de repartir de votre parcours, des expériences significatives que vous avez eues, et puis on va vous accompagner, vous allez
pouvoir être accompagné par des organismes qui vont vous aider en fait à rédiger et mettre en mots dans telle activité, qu'est-ce que je mets en œuvre, comment je fais, avec qui je suis en lien, quelles sont les connaissances que je vais mobiliser, quels sont les résultats que j'ai obtenus. Et en fait, c'est tout ça qu'on va rédiger dans ce dossier-là. Et c'est ces éléments-là qu'on va présenter à un jury qui va regarder votre dossier, s'appuyer sur un référentiel au regard de la certification que vous visez et va pouvoir effectivement amener une validation de la certification. Du coup, la VAE pour qui? Pour tout le monde. C'est pour ça que finalement, en termes de prérequis, la seule chose qu'on regarde, c'est est-ce que vous avez un minimum 1 an d'expérience en lien avec ce que vous souhaitez valider et est-ce que, les expériences que vous avez sont bien en lien avec la validation que vous envisagez. Sur cette expérience d'1 an, donc on parle de 1607 heures, on va prendre en compte votre expérience, qu'elle soit salariée. J'ai vu qu'il y avait des questions qui défilaient aussi sur les indépendants, les activités en tant qu'indépendant, mais on prend aussi en compte les activités bénévoles, syndicales. Enfin, tout ça sont des activités qu'on va pouvoir mettre en avant et mettre en valeur dans une démarche de VAE. Identifier la bonne certification, du coup on en a parlé. Sachez que vous avez les points relais conseils en validation des acquis de l'expérience, les PRC, dans certaines régions seulement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site vae.gouv.fr qui vous donneront les liens vers les PRC. Et les PRC vraiment vont pouvoir revenir sur cette information sur la VAE, vous accompagner dans le choix de la certification et puis vous guider dans les premières démarches, la mise en place de la recevabilité, la prise de contact avec l'accompagnateur. Le CEP va aussi pouvoir vous aider sur toutes ces démarches-là. Et puis, vous allez déposer une demande de recevabilité donc, auprès de l'organisme. Ça, c'est pareil. Le PRC et ou le CEP pourront vous guider à identifier l'organisme auprès de qui je dois déposer ma recevabilité. Et puis, après, vous allez avoir cette étape de rédaction de livret. Il y a, sur certaines certifications, et entre autres les titres pro, vous pouvez être aussi dans de la mise en situation professionnelle. Et puis, vous allez avoir un entretien aussi devant un jury sur la VAE. Tout ça, vous pouvez ne pas être seul et vous pouvez faire le choix d'être accompagné. Aujourd'hui, on a des organismes accompagnateurs qui vont vous accompagner pour travailler le dossier, pour vous préparer sur les mises en situation et pour vous préparer à l'entretien devant le jury. Alors, les slides sont très flous. Est-ce possible d'avoir le PDF? Antoine, si je ne me trompe pas, le PDF doit pouvoir être téléchargeable. Voilà, je te laisse répondre, Antoine, sur ce type de questions. Sur les financements de la VAE, alors, juste, je m'arrête sur une question, sur une question qui n'est pas une question, mais qui est une affirmation. Les PRC n'existent plus depuis que le gouvernement ne prend plus en charge les VAE depuis ce printemps 2024, mis à part les métiers sanitaires et sociaux. Donc, non. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les PRC, les points relais conseils en validation des acquis d'expérience existent toujours, sont financés par les régions. Je peux vous le garantir puisque je suis embauchée par une structure qui est également PRC. Donc, non, les PRC existent bien. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une réforme de la VAE qui est en cours, qui a été lancée, et on a France VAE qui a été mis en place.
avec des AAP, architectes, accompagnateurs de parcours. Donc, c'est ce que vous évoquez avec les métiers du sanitaire et social. Mais en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on va avoir finalement deux dispositifs. On va avoir le dispositif avec le PRC et on a des financements dans le cadre du CPF pour financer sa VAE. On peut avoir le plan de développement des compétences de l'entreprise pour financer la VAE. Pour les demandeurs d'emploi, on a aussi des financements de la région sur l'accompagnement et pour les indépendants avec le FAF. D'accord. Et on va avoir un autre dispositif qu'on appelle France VAE, où là, effectivement, on a d'autres financements possibles. Mais voilà, et ce dispositif a un petit peu de mal à décoller réellement et donc se centre aujourd'hui beaucoup sur les diplômes du sanitaire et social. Mais les PRC existent toujours et il ne faut pas hésiter à aller voir les PRC et on a plein de systèmes et de moyens pour financer la VAE aujourd'hui. Alors, vos questions sur la VAE. Du coup, je vais essayer de brosser un peu les questions qu'il y a dans le chat. Je vais essayer de remonter un peu parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions. Toup, toup, toup. Le jury de VAE est composé de professionnels, oui. Même si ça n'a pas l'air d'être une question, le jury de VAE est composé, alors en règle générale, ce qui est fait et demandé, c'est effectivement qu'il y ait des professionnels et des gens qui peuvent être aussi issus du corps enseignant et d'avoir un petit peu les deux regards à ce niveau-là au niveau du jury. Sur les professionnels qui sont sur les jurys VAE, on ne leur demande pas forcément d'être titulaires de la certification pour lequel ils sont jury VAE. Par contre, on va leur demander d'avoir au moins 5 ans d'activité sur le poste en lien avec la certification. Quels sont les organismes accompagnateurs valables qualitatifs en Grand Est qui préparent à la VAE? Quel est le coût moyen de cet accompagnement? Alors, moi, je ne vais pas répondre sur la première question et je vais voilà, vous le redire. N'hésitez pas à vous rapprocher du PRC s'il y en a un dans le Grand Est, dans la région, dans les départements dans lesquels vous êtes, ou du CEP qui peut vraiment vous guider là-dessus. Quant au coût moyen de cet accompagnement, aujourd'hui, c'est un coût qui est libre, hein, donc on a différents coûts, mais on peut être sur des coûts entre 1500, 1800, 2000 euros sur les coûts d'accompagnement qui peuvent être financés via votre CPF. Combien de temps consacrer à ce type de démarche? Aujourd'hui, on a des VAE, les gens font des VAE en 4 mois, 5 mois, 6 mois, et d'autres vont mettre 1 an et demi dans leur démarche de VAE. C'est très dépendant des gens, du temps qu'ils ont à consacrer ou pas à leur démarche, puisque c'est pas une formation et tous ces temps rédactionnels sur le dossier sont faits en fait sur votre temps personnel. Donc, voilà, ça va aussi dépendre un peu de l'organisation de chacun. Et puis, on n'est pas tous égaux. Donc, des gens qui sont pour qui c'est plus facile à rédiger, parler de ses compétences et ainsi de suite, et d'autres pour qui c'est plus compliqué. On a des certificateurs, des organismes avec qui vous faites la VAE qui sont plus ou moins rapides. Bon, voilà, tout ça fait un peu varier cette temporalité. Peut-on bénéficier de la VAE au chômage et pendant la VAE, percevons-nous les ARE ou ASS? Oui, le fait d'être demandeur d'emploi ne vous empêche pas du tout de faire une VAE. C'est accessible à tout le monde, quel que soit votre statut. Et oui, ça ne remet pas en question du tout. Enfin, ça ne remettra pas en question vos ARE ou votre ASS. La VAE a-t-elle du sens à 4-5 ans de la retraite? Oui, elle peut avoir du sens. La VAE, elle a du sens. Enfin, c'est vous qui allez donner le sens que vous allez mettre. Est-ce qu'elle a du sens à 4-5 ans de la retraite? Je ne sais pas, ça va dépendre du projet qu'il y a derrière et pourquoi à 4-5 ans de la retraite, je pense à la VAE. Si vous pensez à la VAE à 4-5 ans de la retraite, c'est qu'il y a sûrement un sens quelque part derrière et qu'en tout cas, ça vaut le coup de rencontrer un conseiller et d'en parler.
4 ans qui, CEP, organisme, peut nous accompagner pour identifier nos compétences et les valoriser. Alors en fait, pour travailler, il faut avoir 2 éléments en tête. Le travail d'identifier et de valoriser ses compétences quand je suis sur une démarche de VAE, on parle quand même de rédiger un dossier, c'est un travail qui est important. Le CEP peut vous accompagner, mais aujourd'hui, on a vraiment dans la VAE des organismes accompagnateurs avec lesquels vous allez avoir un planning qui ont cette habitude-là et qui savent vous accompagner dans tout ce travail rédactionnel, de se livrer, dans l'explicitation, la mise en mots de vos compétences, enfin voilà. Et puis après, il y a cette idée aussi de dire, moi je veux pas faire de VAE, mais j'ai besoin de, voilà, qu'on m'accompagne un peu à comprendre finalement quelles compétences j'ai. Oui, ça fait 15 ans, 20 ans que j'occupe mon poste, j'ai envie d'aller voir un peu ailleurs, ou j'ai envie de me mettre en avant auprès de mon employeur. Mais finalement, j'ai du mal à parler de moi, de mes compétences. Même moi, j'ai du mal à savoir concrètement les compétences que j'ai. Ça, le CEP peut vous accompagner là-dessus. Antoine, je veux bien que si tu vois des questions en lien avec la VAE auxquelles j'aurais pas forcément répondu ou qui sont un peu récurrentes, vu avec un conseiller CEP, une VAE me permettrait d'avoir un niveau bac plus 3 alors qu'une certification payante proposée par un organe. Comment présente-t-on sur son CV une VAE une fois validée? Alors, je trouve que cette question est intéressante parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur la validation des acquis de l'expérience, ce que vous obtenez, c'est un diplôme. D'accord? Donc, on va dire que vous avez fait une VAE pour obtenir un BTS d'assistante de gestion. À aucun moment sur le diplôme, sur le papier concrètement que vous allez recevoir, il n'est écrit que c'est en VAE. Vous avez le même diplôme que n'importe qui. En fait, il n'y a pas un diplôme différencié si je l'ai eu en VAE ou en formation. Vous obtenez le même diplôme que tout le monde. Donc maintenant, comment présente-t-on sur son CV une VAE une fois validée? En fait, ce que vous allez marquer sur le CV, c'est que vous avez obtenu le BTS assistante de gestion. Maintenant, libre à vous de dire, est-ce que je précise que je l'ai obtenu en VAE ou pas? Ça vous appartient. C'est votre choix. Il n'y a aucune obligation de préciser que vous l'avez obtenu en VAE et vous obtenez le même diplôme que tout le monde. Si je dois donner un avis, moi je trouve que c'est hyper valorisant d'avoir obtenu ce diplôme-là en VAE parce qu'en fait, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on est en train de dire que ces compétences, vous les avez pas juste apprises, vous les avez mises en œuvre. Vous avez obtenu des résultats sur ces compétences et c'est ça qui a permis d'obtenir ce diplôme-là. Donc, je trouve que pour l'employeur, ça peut avoir une valeur très importante. Maintenant, c'est votre décision et ça vous appartient et ça, c'est à vous d'en juger comment vous voulez présenter les choses. Antoine, si tu vois des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, excuse-moi. Bonjour à tous. Je me permets d'intervenir du coup. Il y a une question qui est revenue 2, 3 fois, voire plus, et je ne sais pas si tu y as répondu. Je ne sais Euh, pas. Question suivante, si nous faisons une VAE alors que nous sommes en poste, l'employeur est-il obligé d'aligner le salaire par rapport à ce nouveau diplôme? Ah non, il n'y a pas de... en fait, alors, ah non, c'est un peu rapide quand même comme réponse, mais... effectivement, il y a pas le fait d'obtenir un nouveau diplôme ne peut ou pas avoir une incidence sur le salaire. Mais après, ça, c'est de la négociation avec votre employeur. C'est pas parce que vous allez valider un niveau supérieur, enfin un diplôme supérieur à ce que vous aviez jusqu'à présent que votre employeur a l'obligation d'augmenter votre salaire. D'accord?
Alors, je vais juste nuancer un tout petit peu parce que, pour le coup, sur, certains métiers et sur certaines conventions collectives, ça peut être le cas. Voilà, je pense aux aides à domicile. À partir du moment où elles obtiennent, le diplôme, effectivement, elles peuvent avoir une meilleure valorisation salariale, mais parce que ça, c'est inscrit, en fait, dans la convention collective. Y a-t-il une différence entre les diplômes ministère du Travail et Éducation nationale? Car les noms des diplômes, sont différents. Alors, il y a pas de différence, enfin, c'est-à-dire que c'est compliqué à répondre à ces questions-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, toujours, c'est une certification. Que ça soit un diplôme de l'éducation nationale ou un titre pro, c'est une certification. Donc c'est reconnu de la même manière au niveau de l'État et ainsi de suite. Maintenant, c'est aussi à vous et du coup, le conseiller en évolution professionnelle, il peut vous accompagner là-dessus, mais c'est à vous de connaître un peu votre environnement et quelles peuvent être les habitudes des employeurs. Est-ce que, si je prends l'exemple du secteur, banque-assurance, par exemple, dans le secteur de la banque et des assurances, clairement, ils sont quand même, ils ont une petite préférence sur les diplômes de l'éducation nationale. Voilà. Donc ça, c'est parce que je vais aller me renseigner au regard de mon projet professionnel et tout ça, que je vais pouvoir identifier ça. Si je vais dans le secteur de la logistique, et c'est le secteur de la logistique, ils sont assez friands des titres à finalité professionnelle. Pourquoi? Parce que souvent dans les diplômes, ils ont des intitulés un peu généralistes, alors que sur les titres pro, on va retrouver dans le domaine de la logistique des titres pro très précis en termes de métier, de postes occupés et du coup, ça, les employeurs dans ce secteur-là sont assez friands là-dessus. Et puis, il y a, des organismes, assez reconnus auprès des employeurs, sur ces formations et ces titres pro. Je vais, essayer de refaire de rebalayer tout à l'heure les questions, mais il faut quand même que j'avance sur la suite, du webinaire. Hem, Recensez vos expériences et vos compétences afin de les valoriser au mieux le moment venu. Donc on va formaliser les compétences sur un seul document. On peut travailler sur, cette notion de portefeuille de compétences. Le portefeuille de compétences et là aussi le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous accompagner, mais c'est vraiment cette idée de répertorier mon parcours, mes compétences, voilà, dans un fichier pour les valoriser. Et en fait, aujourd'hui, le portefeuille de compétences, c'est quelque chose que vous allez pouvoir échanger avec un organisme de formation dans le cadre d'un projet, avec votre employeur, qui va vous permettre aussi de préparer des entretiens dans le cadre de la recherche d'emploi. Enfin bon, voilà. Trouver des compétences à partir des métiers que vous avez exercés. Donc, il peut y avoir plein d'approches, plein de méthodes, mais effectivement, le fait de s'appuyer peut-être sur les fiches ROM de France Travail, bah, ça permet de pouvoir identifier les compétences acquises et donc transférables. Le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, peut aussi être là, un support sur lequel vous allez pouvoir travailler pour identifier vos compétences, faire ce premier travail un peu en autonomie. Euh, le bilan de compétences, pourquoi faire un bilan? Bah parce que l'idée du bilan de compétences, c'est vraiment l'idée de travailler le projet, de savoir un peu où j'en suis de ma situation, de mes questionnements, et puis où j'ai envie d'aller, comment je peux faire pour y aller, puis qu'est-ce que j'ai pour y aller. Et c'est aussi dans qu'est-ce que j'ai pour aller là où j'ai envie d'aller qu'effectivement, on peut aussi travailler cette notion de compétence. Le bilan de compétences va être sur une durée maximum de 24 heures, va avoir 3 phases, une phase préliminaire, une phase d'investigation, une phase de conclusion. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce qu'il y a de toute manière un webinaire dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui a été et qui est consacré à cette démarche de bilan de compétences. Donc, je vous invite plutôt à aller voir ce webinaire et voir le replay de ce webinaire pour si vous voulez aller un peu plus loin sur cette approche-là. Quelques mots sur le CEP, et de manière à ce que j'essaye de garder 5-10 minutes
pour rebalayer un peu les questions auxquelles j'aurais pas eu le temps de répondre. Du coup, Antoine, n'hésite pas, hein, commence à regarder pour pouvoir me dire s'il y a des questions un peu récurrentes. Le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est un service. C'est un service public, donc c'est une mission de service public. Et quand on parle de mission de service public, en fait, on parle de quoi? Eh ben, on parle de gratuité. Et ça, c'est important. On parle aussi de confidentialité, de neutralité, d'accessibilité, d'impartialité. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à chacun, quel que soit son statut, sa situation, de pouvoir échanger avec un professionnel sur sa situation et ses questionnements, ses besoins d'évolution professionnelle. Et donc du coup, on va avoir on appelle ça des opérateurs, différents opérateurs qui vont délivrer ce service CEP. Il va y avoir Avenir Actif. Donc nous, on va s'adresser plutôt aux salariés et aux indépendants. Donc il y avait une question en démarrage du webinaire. Donc oui, pour les indépendants, vous pouvez contacter Avenir Actif. Hein. On accueille, on est sur les actifs occupés, donc salariés du droit privé et indépendants. Les cadres, vous allez pouvoir contacter l'APEC. En fait, vous allez avoir le choix de votre opérateur, Avenir Actif ou l'APEC, si vous êtes cadre. Les demandeurs d'emploi, en fait, France Travail va vous proposer ce même service d'accompagnement au niveau du CEP pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Quel est l'objectif du CEP, du Conseil en évolution professionnelle? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier objectif du CEP, c'est de vous donner un espace d'échange et d'écoute. Parce que ce qui est compliqué souvent, c'est qu'on a plein de questions, plein d'idées ou une situation un peu complexe et du coup, à qui je peux en parler, qui peut m'aider à y voir plus clair dans ce que je vis, dans les questions que je me pose, voilà, avec qui je peux discuter de tout ça. Finalement, le CEP, vous allez pouvoir discuter avec lui. Donc voilà, c'est gratuit, profitez-en. Et c'est déjà à ça que ça va servir en premier lieu, c'est de réceptionner un peu ce que vous avez besoin d'exprimer sur votre situation et toutes les questions qu'il y a dans votre tête. Et déjà, c'est pas mal quand on a fait ça, parce que du coup, ça va vous permettre, vous aussi, d'y voir un peu plus clair dans où j'en suis dans ma situation et mes questions. Et puis après, on va pouvoir vous accompagner sur différentes démarches, différents besoins. On peut vous accompagner sur alors le développement des compétences, mais oui, c'est voilà, j'ai un projet, je n'ai pas forcément besoin d'un projet de formation ou de reconversion, mais je voudrais réfléchir à voir comment je peux peut-être me développer certains éléments de compétences pour être plus aisée sur mon poste, pour envisager une évolution. On peut travailler la mobilité interne et comment j'argumente, comment j'évoque ça avec mon employeur, comment je mets en avant mes compétences et ainsi de suite, sur de la mobilité externe, sur des projets de reconversion, sur de l'accès à de la formation, sur de la création reprise d'entreprise, bref, sur tout ce qui fait notre quotidien quand on se pose des questions sur son évolution professionnelle. Comment? En fait, on va faire ce premier rendez-vous. C'est des rendez-vous individuels et qui va permettre, ce que je vous disais tout à l'heure, de poser votre situation. Et puis, on va regarder les choses ensemble et puis on va voir ensemble qu'est-ce qui est le plus important pour vous à travailler en premier, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et puis, si besoin, vous accompagner dans les petits pas qu'il y aura, vous expliquer aussi, parce que des fois, on n'a pas forcément connaissance ou conscience de tout ce qui peut exister, des droits qui sont les miens, de ce que je peux mobiliser comme dispositif, comme financement. Voilà, qu'on va vous aider comme ça à avancer dans vos projets. Prendre un rendez-vous avec un conseiller, donc soit via notre site internet. Voilà pour ma présentation.
Alors, Antoine, il y a encore plein de questions hein, sur la VAE, c'est ça? Je veux bien que tu m'aides un peu. Peut-on dire en un mot sur la VAE inversée, s'il vous plaît? Dire un mot sur la VAE inversée, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, vous l'avez. Enfin, c'est ce que je disais aussi avec. Enfin, ce que j'expliquais avec France VAE, c'est-à-dire que il faut comprendre que là, la réforme de la VAE est un peu en stand-by et a du mal à décoller. Donc, bon, ça vaudra le coup d'en dire un mot peut-être quand les choses seront un peu plus avancées là-dessus. Mais il ne faut pas hésiter je suis un peu en boucle hein, sur le PRC et le CEP, mais voilà, je pense que vraiment, il faut vous dire que le PRC, s'il existe dans votre région, ou le CEP, sont deux acteurs qui vont être aguerris à où on en est de la VAE, où on en est des réformes, et qui vont être le plus à même à répondre finement sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la VAE. Quel est le coût moyen d'une VAE? C'est un peu les mêmes coûts que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des coûts moyens entre 1500, 1800, 2000 et quelques euros, tout compris. C'est pas un dispositif qui est cher, enfin qui est une formation aujourd'hui, une formation certifiante, c'est en moyenne 6-10 000 euros. Voilà, juste pour vous donner des ordres d'idées. Donc, je ne sais pas si derrière la question, c'est la question du financement, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de dispositifs qui vont vous permettre en fait de financer la VAE sans grande difficulté. Antoine, si tu vois des choses un peu récurrentes, parce qu'il est 51. Ouais, je tente de répondre en même temps un petit peu dans À l'autre certaines, sens. ouais. Mais tu l'as évoqué en fait avec le fait que la VAE soit quelque peu en mutation en ce moment, ou au ralenti du moins. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur le site France VAE, que la Mmh. liste aujourd'hui des certifications est un peu limitée, du coup. En fait, c'est pour ça que je le redis, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a France VAE qui est ce dispositif, alors dans cette idée de la réforme, qui a du mal en fait à décoller. C'est pour ça que vous avez une liste restreinte. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de VAE au-delà de cette liste-là. C'est-à-dire que je ne sais pas comment le dire, mais en gros, l'ancien dispositif, la VAE, existe depuis 2002. C'est-à-dire qu'avant, en France VAE, on faisait de la VAE et on fait toujours de la VAE en dehors de France VAE. Donc, si vous avez des PRC dans votre région, dans votre département, contactez le PRC, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas le cas, contactez le CEP. Il n'y a pas de souci, on peut faire des VAE sur toutes les certifications qui existent aujourd'hui. Est-ce que tu voyais d'autres questions? Alors, Là, je ne sais pas si ça a été répondu, mais la question a été posée plusieurs fois. Les PMSMP peuvent être intégrés pour le dossier de VAE? Alors, oui, les PMSMP peuvent être intégrés pour le dossier VAE et bien entendu, en fait, que maintenant, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut travailler avec les conseillers, les accompagnateurs qui vont vous suivre sur la démarche de VAE. J'ai jamais fait de management de ma vie. Mais ça fait partie d'une part importante dans la certification que je veux valider. D'accord? C'est pas parce que vous allez faire une PMSMP que ça sera suffisant pour valider cette partie-là. D'accord? J'ai travaillé, on a des personnes qui se positionnent pour valider le diplôme d'auxiliaire d'aide-soignante. Elles sont faisant fonction, tout ça. Elles n'ont travaillé qu'en maison de retraite ou à domicile, d'accord? Et jamais dans des services hospitaliers. Le fait de faire une PMSMP en service hospitalier et qu'on va déposer au sein du dossier peut permettre effectivement d'être pris en compte pour valider le diplôme.
D'accord? C'est-à-dire qu'on va considérer qu'effectivement, elle est allée chercher par le biais de cette PMSMP la connaissance de l'environnement hospitalier qui lui manquait au regard de son expérience. Je ne sais pas si je suis très claire sur cette réponse pour la PMSMP. Quels sont les mois de validation des VAE pour un niveau Bac plus 5 ? Je faudrait me repréciser la question parce que du coup, je ne sais pas exactement quelle question est attendue là-dessus. Pour une personne en demandeur d'emploi, il faut voir avec France Travail et non avec un CEP. Alors en fait, vous allez vous diriger vers France Travail et c'est France Travail et aussi opérateur CEP pour les demandeurs d'emploi. Donc votre conseiller France Travail va vous accompagner va vous accompagner dans son rôle qui est le sien, qui est un rôle aussi de CEP et va vous aider dans cette démarche de VAE, dans la mobilisation des financements. Enfin voilà, là-dessus il faut vraiment pas hésiter à l'évoquer avec votre conseiller pour France Travail. Ok. Est-ce qu'il y a, peut-on intégrer une PMSMP sans être inscrit à France Travail? Oui. Avenir actif, donc nous on est sur les actifs occupés, on peut mettre en place des PMSMP pour les actifs occupés sans souci. Est-ce que le CEP est actif projet? Alors non, le CEP n'est pas actif projet. Actif projet, c'est une prestation d'accompagnement qui est proposée par France Travail, en fait, qui va... alors, c'est pas une démarche de bilan de compétences, c'est une démarche d'accompagnement à la réflexion au projet professionnel. Donc voilà, c'est une prestation d'accompagnement qui est proposée et financée par France Travail. C'est deux choses différentes par rapport au CEP. Est-ce que les validations de VAE Bac plus 5 sont obligatoirement en juin? Non, pas forcément. En fait, là, ça va dépendre de l'organisme certificateur avec qui vous allez faire la VAE et qui va organiser les jurys. Par exemple, à l'université, nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, mais dans les universités de Nouvelle-Aquitaine, on a, à ce jour, on a 2 sessions de jury par an. Donc, on a une session en juin et une session sur octobre, novembre, quelque chose comme ça. Il y a différentes sessions de jury. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? J'essaye de brosser vite fait. Qu'est-ce que la PMSMP? La PMSMP, ça veut dire période de mise en situation au milieu professionnel. Et en fait, c'est un stage. Donc, voilà, c'est une convention de stage, d'immersion professionnelle qu'on va mettre en place et voilà, qui peut permettre plein de choses. Enfin, ça peut permettre de découvrir des métiers, ça peut permettre de valider quand on a un projet, avant de se dire j'y vais pas, en gros, je vais passer la porte chez le voisin et puis je vais regarder un peu ce qui se passe, comment je m'y sens. Voilà, donc c'est ça, une PMSMP. C'est une immersion professionnelle. Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre à une ou deux autres questions que je n'aurais pas vues. Pour les métiers du numérique digital qui évoluent constamment, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui ont fait une VAE? Du coup, je n'ai pas eu le temps de lire la question en entier parce qu'à chaque fois, elle saute. Mais oui. On a, bien sûr, même sur ces métiers-là. Alors, c'est vrai que ce qui est difficile sur certains métiers, c'est que... il y a, alors, sur la VAE, il y a pas... je dis ça, mais en fait, il n'y a pas de durée, jusqu'à combien de temps en arrière je peux prendre en compte l'expérience. D'accord? C'est-à-dire que moi, dans une autre vie, j'ai été comptable
comme ça, un peu sur le tas. J'ai jamais eu de diplôme là-dessus. Bon, là, ça fait 5 ans que je fais autre chose ou 10 ans que je fais autre chose. Est-ce que je peux prendre en compte l'expérience d'il y a 10 ans? Est-ce que c'est pas trop vieux? En termes de loi, moi je réponds toujours en termes de loi. En termes de loi, il n'y a rien là-dessus qui pourrait dire que au-delà de 5 ans ou 10 ans, c'est trop vieux comme expérience. Oui, mais il faut comprendre que ce qu'on va valider, ce sont des certifications d'aujourd'hui, des compétences d'aujourd'hui. Et donc effectivement, sur certains métiers, sur le numérique, des choses comme ça, mon expérience d'il y a 10 ans, que je pratique plus en plus aujourd'hui, effectivement, je risque de ne plus être à niveau, ou en tout cas, ce que j'ai acquis n'est peut-être plus ce qui est attendu aujourd'hui sur la certification. Et donc, forcément, ça va être compliqué pour moi de valider. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais puis-je initier une VAE alors que je suis en préavis de licenciement dans le cadre d'une transition reconversion pro, création d'entreprise? Oui, bien sûr. Il y a zéro contre-indication à la VAE. Donc, en fait, quel que soit votre contexte, votre situation, vous pouvez faire une démarche de VAE sans problème. Ok, il est 13h. Voilà, je pense qu'il faut que je coupe le live, Antoine. Je peux y aller. Je continue éventuellement à recueillir quelques retours sur le chat et Yes. à répondre du mieux possible et à vous donner surtout les liens Ouais. les plus intéressants pour vous. Et surtout, voilà, mettez-les de côté si dans l'hypothèse où ils ne seront pas disponibles dans le replay sur la chaîne YouTube. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Bon, en espérant avoir été assez clair sur le sujet, je vous souhaite une belle journée en ce jeudi. Au revoir.